Grâce à la collection Légende, retrouvée en vidéo et sur fascicule, des images d'archives inédites, des prises de vue exceptionnelles, des interviews et des conseils d'achat et d'entretien, des véhicules qui ont marqué l'histoire. Parmi les automobiles américaines mythiques, la Ford Mustang jouit d'une réelle popularité. Un succès qui dure maintenant depuis plus de 30 ans. Sortis grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les Américains vont connaître jusqu'aux années 60 une croissance économique sans précédent. L'automobile américaine va alors ressembler à la conquête spatiale et répondre à la soif de performance de la génération du baby-boom. Représentés par l'emblématique John Fitzgerald Kennedy, les jeunes Américains vont alors chercher une auto à leur mesure. Ce sera la Ford Mustang. Lee Iacocca, vice-président de Ford, lance dès 1962 un programme sportif basé sur la compétition et la sortie d'un nouveau modèle. Conçu en quelques mois et déjà baptisé Mustang, le premier prototype prend la forme d'une barquette biplace à moteur central bénéficiant de recherches poussées en termes d'aérodynamique, de poids et de performance. On ne retiendra malheureusement rien de ce superbe prototype pour le modèle de série. La barquette Mustang doit surtout permettre à Ford de rajeunir son image auprès d'un public de plus en plus intéressé par des voitures ludiques plutôt qu'utilitaires. Néanmoins, cette première Mustang sert également de laboratoire, permettant d'étudier certaines solutions techniques reprises plus tard sur la fameuse GT40 de compétition. Concernant le modèle de série, Ford utilise comme base l'Auster Falcon, de taille compacte et utilisant des éléments à la fiabilité éprouvée. C'est le styliste Dave Ash qui fige les grandes lignes de la future sportive en 1963. La nouvelle Mustang est bientôt prête à rencontrer son public. À l'époque, c'est une voiture issue de la génération baby-boom, c'est-à-dire les Américains, les jeunes Américains à l'époque, ils en avaient un peu assez d'avoir toutes ces berlines austères et tout. Elle a révolutionné un peu le système concept car, pony car, grand capot, coffre court, tendance sportive, tout en ayant un petit peu encore les allures d'américaine. Je crois que c'est ça qui a fait d'abord son succès aux États-Unis d'abord. Et en Europe où elle est arrivée ensuite, parce que c'était quand même une des premières compactes américaines. C'était une voiture que j'ai connue lors de la foire internationale de New York en 1964. Lorsque nous l'avons visité, il y avait le pavillon Ford et sur ce pavillon Ford, il y avait entre autres différentes Mustangs qui tournaient et qui montraient au public que cette voiture venait de sortir. Et en fait, au départ, elle a été conçue comme une voiture très bon marché. Et c'est ce il faut savoir qu'aux États-Unis, c'était une voiture bon marché. Elle s'adressait à une clientèle
pas forcément aisée, à des jeunes qui partaient, qui continuaient à faire leurs études, où c'était souvent la deuxième voiture de madame qui allait faire ses courses avec, etc. C'est une voiture qui a en fait, je crois que Henry Ford avait décidé, je veux une voiture qui ne coûte pas plus d'$1 la livre. Elle pesait 2200 livres, elle était vendue au plus bas prix à $2200. C'est donc une voiture bon marché aux États-Unis qui a fait que doubler ou 2,5 fois le prix rendu en France, bien sûr. Quand la Mustang est sortie, j'exerçais les fonctions exactes de directeur des relations publiques et de la compétition. La Mustang était en fait le prolongement de la Ford Falcon. Et après, donc, on a introduit la Mustang au rallye de Monte-Carlo. Et on a continué à faire les courses en Mustang, ce qui a permis quand même d'avoir une introduction spectaculaire au niveau sportif. Dès le lancement de la Mustang, la voiture s'est déclinée en 3 types de carrosserie. On parle de génération de Mustang pour désigner les Mustangs d'une même famille de carrosserie. Il y a la première génération, ce qu'on appelle communément la classique, c'est la génération 64,5 à 66, donc qui couvre les années 1964 à 1966. La deuxième génération couvre les années 1967 et 1968. La troisième va couvrir 69-70. La quatrième 71 à 73. On parle ensuite de Mustang 2 pour couvrir la génération 74 à 78, puis Mustang 3 pour 79-87 et les Mustangs modernes viennent par la suite. La Mustang est une voiture qui se devait d'être extrêmement bon marché. Aussi, il est tout à fait naturel, dès son lancement, de lui trouver sous le capot le 6 cylindres en ligne de la Ford Falcon. Un 6 cylindres qui passera très rapidement à 200 cubic inch et qui développera une puissance fort modeste de 120 chevaux à peu près. Dès 1964,5 sur la première série, on va lui trouver en option un petit V8 de 260 cubic inch, puis un premier V8 de 289 cubic inch, le fameux 4,7 litres qui va être le fer de lance de la Ford Mustang jusqu'à l'année 1968 où il sera échangé contre un 5 litres de 302 cubic inch. Les différentes versions du 289, donc du 4,7 litres, iront du modèle basse compression de 180 chevaux à un modèle haute compression qui sera décliné avec, selon le type de carburateur en 200 chevaux, 225 chevaux et en 4 corps high performance 271 chevaux. Ce seront les différents types de moteurs qui seront sous le capot des Mustangs, en tout cas de la première génération. Dès 1967, un big block censé concurrencer la Camaro qui arrive également avec un big block vient remplacer le 289 Hyper. Il s'agit d'un 390 de 335 chevaux. Dans les générations d'après, on va trouver une course à la puissance qui verra des blocs de plus en plus gros, puisqu'au 390, on trouvera bientôt un 427, un 428, puis un 429. Donc on arrive sur des cylindrées absolument énormes et des puissances équivalentes, puisqu'on trouvera des puissances pratiquement jusqu'à 400 et 450 chevaux sur certaines versions. Puissance en tout cas théorique, puisque rarement annoncée du fait du tarif prohibitif des compagnies d'assurance. Ces moteurs seront alors accouplés à des transmissions automatiques ou mécaniques à 3 ou 4 vitesses. La Mustang a été dessinée non pas en tant que coupé, mais en tant que cabriolet. C'est un cabriolet qui est sorti de la première planche à dessin des designers de l'époque. C'est donc très rapidement que l'on va trouver le cabriolet qui est bien entendu disponible dès la toute première Mustang sur le marché. Le cabriolet, évidemment, à la carrosserie identique au coupé, à l'exception bien entendu du toit. La carrière de la Mustang est donc lancée le 17 avril 1964, en milieu de millésime, d'où l'appellation de 64,5. Conçue pour plaire à une large clientèle et première représentante du concept Pony Car, c'est-à-dire une compacte sportive, la Mustang est en outre vendue à un prix défiant toute concurrence.
Elle évoluera peu jusqu'au millésime 1966, se contentant de modifications de détails, comme le tableau de bord, la calandre ou les divers enjoliveurs et accessoires ornant la carrosserie. La principale évolution de cette première génération reste l'apparition pour le millésime 1965 du somptueux coupé fastback et du fameux V8 289 HP pour High Performance. L'incroyable liste d'options, avec parmi les plus connus le Rally Pack ou le groupe d'équipement baptisé Pack GT, permet de se constituer une Mustang à la carte et presque unique, puisque Ford offre également la possibilité de choisir la teinte de la carrosserie, du toit et de l'habitacle dans un large choix de coloris. Le prix de la Mustang peut ainsi varier du simple au double. Cette démarche commerciale sera couronnée de succès puisque le millionième exemplaire est produit le 2 mars 1966. Parallèlement à la production de grandes séries, Ford va demander à Carroll Shelby, bien connu pour ses fameuses et terrifiantes AC Cobra, d'élaborer une Mustang plus musclée encore, d'abord destinée à la compétition avant d'être commercialisée. Ce sera la GT 350, dont le principal signe distinctif reste les deux larges bandes courant le long de la carrosserie. Plusieurs accessoires différencient également la Shelby d'une Mustang classique, comme les vitres et les prises d'air latérales. Les principales modifications mécaniques portent sur le renforcement du châssis et de la suspension, tandis que le V8 289 est porté à 306 chevaux SAE. Les Shelby évolueront en même temps que le reste de la gamme Mustang jusqu'à 1970. Le millésime 1969 étant marqué par une face avant entièrement revue par rapport à la série. Surtout destinée à la course, la Shelby se vendra à peu d'exemplaires, d'autant que son prix doublait celui d'une Mustang standard. Pour 1967 et 1968, Ford retouche légèrement la ligne de la Mustang, la rendant plus agressive, sans dénaturer pour autant une personnalité déjà affirmée. Le museau devient plus pointu, tandis que la carrosserie est élargie et la poupe allongée et creusée. De nombreux détails changent à nouveau et permettent à la Mustang de figurer encore en bonne place au box-office des ventes, car la concurrence s'active, Chevrolet venant de lancer la Camaro selon le même concept. L'ensemble de la gamme est reconduit, avec les 3 variantes de carrosserie. La mécanique évolue également, avec l'apparition d'un small block 302 cubic inch et d'un big block 390 cubic inch, faisant ainsi escalader la puissance. Les années 69 et 70 voient encore le look de la Mustang changer. Tous les concurrents ont maintenant des pony-cars sportifs dans leur gamme, et la Mustang doit devenir de plus en plus agressive. Ford propose alors l'option Mach 1 aux peintures de guerre vindicatives, tandis que les très méchantes versions Boss 302 et 429, directement issues des compétitions Trans-Am, mettent tout le monde d'accord sur les circuits comme sur la route, en sortant plus de 400 chevaux. La dernière série de la Mustang 1, de 1971 à 1973, fera l'objet d'une refonte radicale de la carrosserie.
La dernière Mustang de l'âge d'or du modèle devient plus anguleuse, plus large, plus lourde. Si le look est toujours aussi agressif, les tarifs d'assurance ont cependant bridé la puissance qui cumule désormais à environ 300 chevaux. La crise du pétrole sera l'ultime estocade portée à la Mustang 1 et provoquera la mort du petit cheval sauvage de Ford. En 9 ans d'existence, la Mustang première génération a donc su rencontrer la gloire et le succès, déchaîner les passions et devenir un véritable mythe comme les stars du rock'n'roll ou du cinéma qu'elle a si souvent séduites. L'orientation de la communication de Ford vers le showbiz tient au fait que j'ai voulu profiter de la notoriété de certains hommes illustres. Et bien entendu, le premier qui me vient à l'esprit est Johnny Hallyday. Johnny a fait une carrière exceptionnelle, d'ailleurs ça dure toujours. Et quand on s'appelle Johnny Hallyday et qu'on a une couverture de presse, comme vous savez, et qu'on roule en Mustang toute la journée, et qu'on fait même le rallye de Monte-Carlo, qui était à l'époque l'épreuve la plus connue, Ford a obtenu une couverture de presse exceptionnelle. Je ne sais pas combien il nous aurait fallu comme budget pour avoir le 10e dans les plus grands magazines, Paris Match, etc. et j'en passe. La voiture a été cataloguée comme une voiture un peu sportive et une voiture de jeune, quoi. Tous les fans savaient que Johnny roulait en Ford Mustang et c'était quand même, il y en a quand même beaucoup. Alors après, ça a fait boule de neige parce que beaucoup de gens illustres du showbiz m'ont appelé directement ou m'ont fait appeler par leur attaché de presse ou par leur impresario. Sheila a eu une Mustang, Françoise Hardy. Il y a eu d'autres acteurs aussi qui en ont acheté, je ne me souviens pas exactement. Mais enfin, le showbiz, Joe Dassin voulait aussi que sa voiture soit peinte aux couleurs de celle de Johnny. Alors j'avais une idée, avec Raphaël Gemignani, on a esquissé ce que serait une équipe de vélo, de professionnels. J'ai réuni le budget et on a monté une équipe qui s'appelait Ford Gitane. Et on avait 22 coureurs professionnels emmenés par les deux leaders qui étaient super connus à l'époque, et je veux parler de Jack Anquetil et Jean Stablinski qui était champion du monde quand même sur route. Dans le cinéma, j'ai eu un programme de prêt de voiture aux producteurs, aux réalisateurs. Il y a eu toute une série de films et bien entendu le meilleur rôle qu'a tenu la Mustang dans le cinéma, c'est Un homme et une femme. J'ai prêté la voiture à Claude Lelouch et après le tournage, la présentation du film au Festival de Cannes, je pense qu'on peut dire que la Ford Mustang a eu aussi sa palme d'or puisque toute la production l'a partagée avec producteurs, réalisateurs et voilà, et toute l'équipe. Maurice Trintignant a dit à son neveu, à Jean-Louis, tu devrais aller voir Henri Chemin chez Ford, qui a un programme de prêt de voiture dans le cinéma, qui aime ça, c'est un gars qui aime faire des coups, va le voir. Alors moi j'ai vu arriver un jour dans mon bureau, Claude Lelouch, et Jean-Louis Trintignant qui m'ont dit, voilà ce qu'on va faire. L'histoire, on verra bien, mais la voiture a un rôle très important, c'est l'histoire d'un pilote de course, etc. etc. J'ai prêté à Claude Lelouch une GT40, la Ford GT40, une monoplace de Formule 2, une Brabham, enfin, et toute l'écurie Ford France, le camion de course, les mécaniciens habillés, etc. Et on a fait un accord. Lelouch incapable de me faire une histoire complète en me disant pour simplifier les choses, participez avec nous au film, jouez votre propre rôle, comme ça vous verrez, voilà, et vous nous direz, il faut le mettre là. Bon, alors j'ai donc participé au film en tant qu'acteur, conseillé un petit peu pour le matériel en fait. Alors au club Mustang, nous avons entre autres une voiture qui a été rendue célèbre dans le film de Claude Lelouch, Un homme, une femme, qui avait remporté le festival de Cannes.
Et là, nous avons les deux. Nous avons aussi bien le cabriolet GT66 qui appartient à un membre du club, que l'on voit dans la séquence sur la plage de Deauville, etc., que le coupé haute performance. Alors lorsque mon frère Philippe acquit cette voiture, j'en suis tombé follement amoureux. Et j'avoue que je ne m'attendais pas, un an après, à la posséder, lorsque mon frère me céda cette voiture. Et alors j'ai appris, quelque temps après, dans l'établissement Béra à Puteaux, qui était le concessionnaire général pour la France pour cette voiture-là, que ce dernier avait mis à disposition de la régie Lelouch ces voitures-là. Et à la fin de ce tournage, il l'a vendit à un monsieur qui l'a revendu à mon frère Philippe. Et je m'en servis ainsi jusqu'en 1980, où M. Giscard d'Estaing, à l'époque, imposa une grosse vignette. Et alors même à moitié prix, c'est-à-dire 5 000 francs, je me suis dit, ça, je ne marcherai pas pour acheter une vignette à 5 000 francs, ou plutôt je ne roulerai pas, pour une voiture dont je me sers que quelques jours par semaine. Alors je l'ai mis sur cale, et pour le mariage de mon fils aîné, Eric, j'ai fait restaurer cette voiture-là aux établissements Ferry, de fond en comble. Alors donc c'est une Ford Mustang de 1966 avec comme particularité d'être une GT à moteur high performance. Elle a été directement importée des États-Unis en France et elle n'a donc jamais connu le territoire américain hormis sa sortie en usine. C'est donc un moteur HP qui développe en puissance d'origine 270 chevaux avec une admission retravaillée par rapport à un moteur d'origine qui faisait 210 chevaux. Cette voiture a été préparée et son moteur actuel développerait aux alentours de 350 chevaux. On a surtout travaillé sur l'admission, on a travaillé sur les échappements et l'adoption de culasses aluminium gros soupape a fait le reste du travail. De ce moteur, il ne reste que le bloc, qui est un bloc de 4,7 litres et le vilebrequin et l'arbre à cames. C'est une Mustang type un homme et une femme. Quand je l'ai achetée, elle présentait toutes les caractéristiques de la voiture ayant tourné le film de Claude Lelouch, tourné donc en 66, un homme et une femme. On l'a remise dans sa configuration d'origine, c'est-à-dire avec les numéros sur les côtés et quelques signes distinctifs comme l'écurie Fort de France au bord des ailes. Vous vous rendez compte, avoir dans les mêmes années, surtout avec une voiture américaine qui était absolument inconnue 2 ans avant, avoir les 2 leaders du cyclisme français, Johnny Hallyday, etc., les gens du cinéma, avoir la Palme d'Or à Cannes avec la voiture, c'était quand même pas mal comme promotion. Ce qui veut dire quand même, ça a beaucoup aidé les ventes. Et les prévisions de quelques dizaines de voitures annuelles qui étaient le but recherché par Ford, on était bien obligé de vendre la Mustang. On sait très bien que ce n'était pas avec les voitures américaines qu'on allait gagner de l'argent. Mais en fait, on en a gagné beaucoup parce qu'on a vendu plusieurs centaines. Et la Mustang plaît encore aux stars actuelles comme Ahmed Mouissi, l'un des chanteurs du groupe Poho, qui voue à l'américaine une sincère passion. Alors j'aime la Mustang parce que quand j'étais gamin, comme je suis de la génération des gens nés en début des années 60, on les voyait de temps en temps, parce que c'était pas souvent qu'on en voyait, mais après on a vu des films, on a entendu des chansons, et un jour dans ta vie, tu as l'opportunité de t'en acheter une parce que tu as eu un peu d'argent ou je ne sais quoi. Et voilà, quoi, la première fois c'était une 64,5 toit vinyle. Et un peu plus tard, je m'en suis séparé et je suis tombé là-dessus, sur la Boss 302. C'est-à-dire que j'ai reçu un papier qui disait qu'il y avait une vente aux enchères et j'ai vu Boss 302 du Tennessee et j'ai dit il faut que j'y aille.
J'ai besoin d'aller à Paris, je prends cette voiture. J'ai besoin de sortir, je prends cette voiture. C'est une voiture pour moi qui roule. C'est-à-dire que plus elle est propre, plus tu t'inquiètes. On a l'habitude, on voit. Tandis que telle qu'elle est, elle garde son côté, on va dire, tyrannosaure de la route. Et je la préfère comme ça. J'aime bien comme ça. C'est-à-dire que je vais faire certaines choses, mais mécaniquement elle est impeccable. J'ai aucun problème. Donc quand j'aurai le temps, je referai un petit coup de carrosserie, mais tout en sachant que ça sera uniquement pour... 302 bosses dessus. Voilà, j'ai 302 bosses dessus, on les a comptés avec Patrick. Aujourd'hui, le charme 60s et la puissance de la Mustang ne sont plus aussi inaccessibles. Posséder un exemplaire reste possible, pour peu que l'on soit bien conseillé au moment de l'achat. Il est très difficile de parler de code pour chiffrer une Mustang, au moins parce qu'il est très difficile d'en trouver deux qui présentent les mêmes caractéristiques et qui présentent des options équivalentes. Mustang est une voiture à la carte et en fonction de ça, eh bien, 35 ans plus tard, on trouve des autos qui sont radicalement différentes. Mettons que pour rester générique, sur une première génération, donc 64,5 à 66, on va trouver, je dirais qu'une cote moyenne de 100 000 francs pourrait s'appliquer à une décapotable en bon état. La berlinette, donc le fastback, coterait légèrement moins, mettons 85 à 90 000 francs. Le coupé, un petit peu moins à nouveau, plutôt 65 à 70 000 francs pour un coupé en bon état. Pour des voitures qui seraient équipées en tout cas d'un V8, d'une boîte soit automatique, soit 4 vitesses, et qui présenteraient un état remarquable, des voitures qui seraient roulantes, en bon état de présentation avec des chromes standards. Il va de soi que les plus belles Mustangs roulant en France, en Europe ou aux États-Unis ont toutes coûté à leurs propriétaires beaucoup plus cher. Donc ensuite le degré de restauration s'apprécie et influe directement sur la cote. Cette cote évidemment est moyenne et s'applique à des voitures qui seraient équipées d'options standards. Il va de soi qu'une Mustang équipée d'un pack GT vaut facilement 20% de plus. Si elle est équipée également d'un intérieur Pony, c'est également 20% de plus. Si cette voiture dispose sous son capot d'un V8 de 89 high-perf, cette option est rarissime. Moins d'une vingtaine de Mustangs équipés d'un 289 high-perf circulent sur les routes de France. Ça justifie une surcote de 50% par rapport au même modèle sans cette option. Pour ce qui est de cette première génération, c'est toujours celle qui a le vent en poupe, c'est celle que les gens apprécient particulièrement, c'est celle qui a la cote la plus haute. Dès l'année d'après, c'est-à-dire la génération 67-68, il faut baisser d'à peu près 15% pratiquement, donc on va trouver effectivement un cabriolet pour 90 000, une berlinette pour 75 000 et un coupé pour 50-55 000. C'est des codes bien entendu standards. La génération d'après, 69-70, est beaucoup moins prisée en France, donc permet des prix différents. Un fastback va trouver preneur à 60 000 francs ou 70 000 francs selon son type d'option. La décapotable et le coupé sont très anecdotiques, il en circule très peu. Et peu de gens sont à la recherche de ces modèles spécifiques et ne veulent rien d'autre qu'un coupé 70 ou qu'un coupé 69. Ce qui fait que les cotes sont celles du marché. On peut trouver avec un peu de chance et en cherchant bien entendu un coupé pour une quarantaine de milliers de francs. Il est bien évident que dès que l'on rentre dans la catégorie des voitures musclées ou optionnées, une Boss 302 ou une Boss 429 par exemple, des années 69-70, sont des véhicules tellement anecdotiques qu'ils vont immédiatement accrocher des cotes à la hausse et il ne sera pas rare de dépasser 120, 130, 140 ou 150 000 francs pour ce type de voiture. Aux États-Unis, un Boss 429 se négocie rarement en dessous de 40 000 $. Le prix est une chose, trouver la Mustang de vos rêves en est une autre. Voici quelques conseils de professionnels pour vous y aider. Il faut savoir si c'est un Français d'origine ou si c'est une voiture qui vient des États-Unis récemment ou antérieure. Donc il faut commencer par là pour essayer de déjà déceler sans avoir vu la carte grise ni le véhicule, savoir dans l'état où il est, les options qu'il y a, le pare-brise, si les autocollants d'époque.
s'il y a plein de petites choses comme ça, quoi. Donc après avoir trouvé la bête, on va avoir un problème de plusieurs motorisations. Bon, la première chose, pour ceux qui ne savent pas trop, les 6 cylindres sont toujours en ligne sur les anciennes Mustang. Ça, c'est impératif pour le distinguer d'un V8. Le type qui ne sait pas trop, à ce moment-là, il compte les fils de bougie. Ça veut dire que c'est le B.A.-bas. Alors on va aller plus loin. Et puis, on se trouve en ce moment entre les big blocks, les small blocks, c'est-à-dire les 4 litres 7, les 5 litres, jusqu'aux 5 litres 7. Puis après, on tombe dans les grosses mécaniques, les 6 6, les 7 litres, et puis au-delà, suivant ce qu'ils ont fait dessus. Le gros défaut de ces autos-là, c'est principalement la lubrification, le refroidissement. On se trouve en présence d'un petit carter d'huile, c'est-à-dire que c'est un carter d'huile qui fait 5 litres, pour un moteur qui fait entre 4 litres 7 et puis des fois 7 litres de cylindrée, c'est petit. Exemple, une Clio ou une Super 5, il y a 5 litres d'huile, c'est pareil. Donc quand on tire un peu, l'huile elle est plus en bas, elle est en haut, quoi. Donc la première chose, c'est un gros carter à huile, éventuellement un radiateur d'huile, pour pouvoir rouler en toute tranquillité. Deuxième chose, la chauffe pour la température d'eau. La Meili Mustang, c'est aux États-Unis, on est fait pour rouler à 80 km/h. Donc il n'y a pas besoin d'un gros contenance. En France, quand ça sont arrivés à l'époque, on tirait la bourre avec des Porsche, des Ferrari, même des autos plus ou moins rapides, on roulait vite, il n'y a pas de limitation. Donc le moteur n'était pas prévu pour ça. Donc gros problème de refroidissement, joint de culasse, les moteurs qui chauffaient et qui coulaient, quoi. Donc première chose, c'est les radiateurs en super état, y compris les pompes à eau, les ventilateurs, toutes ces choses-là, ça c'est impératif. En ce qui concerne la transmission, il y a 2 versions, la boîte mécanique, 3 vitesses ou 4 vitesses, ou la boîte automatique. Il y a 2 choses qu'il faut bien faire attention. Boîte méca, il faut surveiller les synchros, sifflement de boîte, passage des vitesses, trop dur ou trop lent, rapide, pas rapide. Et boîte auto, toujours le niveau d'huile, impératif, parce que la boîte est refroidie par l'huile en même temps, qui passe par le refroidissement du moteur dans le radiateur. Donc toujours l'huile au maxi et une bonne huile, relativement changée, périodicité des vidanges et puis toutes ces choses-là, quoi. Sinon, en général, c'est fiable. En ce qui concerne les carrosseries, les points stratégiques à surveiller en premier, on commence de l'avant et on va vers l'arrière. Première chose, on lève le capot, les passages de roues à surveiller, les embouts de longeron, il y a le support à batterie, il y a toujours une acide qui suinte, qui tombe sur le longeron et le bouffe avec la vieillesse. Donc ça, c'est première chose à contrôler. Ensuite, on va au niveau des planchers, bas de caisse, on arrive vers l'arrière, pour un cabriolet, le tour de la capote ou les fixations. Ensuite, on descend au niveau des bordures d'ailes, les bas de caisse arrière, dans les ailes. On oublie toujours un peu de saloperie, de la vieillesse. L'eau s'infiltre un peu, elle ne s'évacue pas. Donc là, c'est un nid à rouille à surveiller. Et les embouts de longerons et les fixations de lame de ressort. Mais dans l'ensemble, elle n'est pas protégée, mais ça vit un peu mieux que les autres. Les tôles sont de meilleure qualité, la tôle est beaucoup plus épaisse que sur une italienne ou une anglaise. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de grosses surprises. Comme toutes les voitures des années 60 ou 70, c'est une monocoque. C'est une monocoque avec des tôles qui sont souvent très peu protégées, voire pas protégées du tout. Donc les planchers. Les bas de caisse sont généralement en bon état. Sur cette génération, la première génération des Mustangs, les cheminées d'aération qui se trouvent ici sous la baie de pare-brise, il y a 2 cheminées qui sont destinées à prendre de l'air frais par cette grille. Il y a ici des drains qui sont chargés d'évacuer l'eau, mais généralement ces drains sont pleins de feuilles mortes. Enfin, généralement c'est les feuilles mortes qui posent problème. Ça vient boucher ces évacuations d'eau et après ça reste humide plus ou moins en permanence. Et ça pourrit de l'intérieur. Alors sur celle-là, ça a été réparé complètement. Les panneaux ont été ici dépointés, complètement dépointés tout autour là. Et ces 2 cheminées ont été changées purement et simplement. C'est très très fréquent sur les Mustangs entre 65 et 68. Il y a des panneaux qui existent, des panneaux de réparation qui existent. En soi, la pièce ne coûte pas très cher. Par contre, en main d'œuvre, c'est énorme parce qu'il faut déposer le pare-brise, les ailes, le capot évidemment, la plus grande partie de ce qu'il y a à l'intérieur sous le tableau de bord, donc tout le faisceau électrique, puisqu'il faut faire des soudures. Dans l'habitacle, il faut regarder les planchers principalement, les planchers qui sont rouillés par le boîtier de chauffage, les fuites de liquide de refroidissement au niveau du boîtier de chauffage, donc côté droit là-bas,
Et ici, par les cheminées d'aération, quand elles sont rouillées, ça coule et ça reste. C'est la moquette en fait qui reste humide, avec l'espèce de feutrine qui est sous la moquette, ça reste humide et ça fait pourrir les planchers. Également que le tableau de bord n'ait pas été trop saccagé pour mettre des autoradios non d'origine ou des boutons de klaxon ou de je ne sais quoi. Sur la partie arrière, il faut vérifier le coin des ailes, de l'aile ici et ici, qui est généralement pourri par l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a de la boue qui reste derrière ici et qui reste humide et qui fait rouiller la tôle par l'intérieur. De même que tout le tour du passage de roue ici, tout le bas de l'aile ici. À l'arrière de la voiture, il faut surveiller essentiellement les planchers du coffre, c'est-à-dire cette tôle ici, la descente de l'aile, c'est-à-dire la tôle verticale ici, la tôle de l'aile, on l'a déjà vu à l'extérieur, la tôle qui fait le tour du réservoir, le plancher du coffre étant constitué par le réservoir. Alors sur la partie avant des Mustang première génération, il faut vérifier la rouille sur la partie supérieure des joues d'aile, sachant que les ailes recouvrent ici sur la moitié. Il y a souvent de la rouille, en forme de ovale, à peu près ici et ici. Regardez les longerons qui sont assez solides, mais c'est structurel, donc à surveiller. Sous la batterie, parce que la présence de la batterie fait que ça a souvent rouillé beaucoup plus vite que le reste. Pour les pièces de la Mustang, je dirais que pour la 65 à 68, il n'y a pas trop de problèmes. On trouve la majorité des pièces courantes, telles que les pièces de tôlerie, les pièces mécaniques, les pièces d'intérieur, tout ce qui est baguette, tout ce qui est ornementation intérieure, extérieure, on trouve à peu près tout. Maintenant, si on parle de Mustang de 71 à 73, ça se complique. Il y a de la pièce de tôlerie, mais il y en a beaucoup moins. Quant à tout ce qui est baguette, alors là, il y a vraiment très peu de pièces en neuf. Il faut se rabattre sur de l'occasion. Entre les deux, il y a la série des 69-70. Je dirais que ça s'améliore d'année en année. On trouve de plus en plus de pièces. Je parle toujours en neuf, naturellement. Repro, de pièces de reproduction. C'est long, ça vient. Il y a beaucoup de pièces pour modifier, aussi bien au niveau train avant, au niveau frein, au niveau du look également, au niveau de l'intérieur. Il existe tout un tas de pièces. On peut imaginer toutes sortes de transformations ou d'améliorations. Ça sera au détriment de la valeur de la voiture. Mais on peut imaginer de transformer un coupé en cabriolet. Pour une voiture du même âge et de la même période, c'est probablement une des moins chères en pièces. Si on compare avec une Corvette ou avec d'autres marques ou d'autres modèles, c'est une voiture sur laquelle on trouve les pièces les moins chères, même en pièces carrosserie ou pièces d'intérieur ou de décoration extérieure, c'est la Mustang qui a les pièces les moins chères. C'est une voiture facile à entretenir, sans souci. Tu pars avec dans le coffre une durite, un jeu de vis platiné, une courroie, et t'es tranquille, tu peux traverser la France, l'esprit tranquille. On est dans une Mustang 67 GT que j'ai achetée en 1994 au Mustang Day du Mans. Cette voiture était saine de carrosserie et de peinture dans l'état actuel. Par contre, toute la partie mécanique et train roulant ont été refaits dans leur intégralité et renforcés. Renforcés, ça veut dire barre stabilisatrice plus grosse, du type Shelby. Ce n'est pas du bidouillage, c'est des pièces d'origine Ford. Les jantes 15 pouces, toujours en commerce aujourd'hui. La boîte, c'est une Borg Warner T5 montée sur les Mustangs d'aujourd'hui, qui nécessite une légère modification au niveau de la traverse de fixation, c'est tout. Et ce qui fait qu'on gagne dans les tours un rapport intéressant pour pouvoir tourner plus vite sans faire tourner le moteur à des régimes
affolant. J'en ai profité quand j'ai refait le moteur, donc j'ai fait passer au sans-plomb et je roule depuis maintenant 2 ans au super sans-plomb, sans problème. Et je m'arrête dans toutes les pompes et je suis tranquille. J'ai pas de soucis d'additifs, pas de soucis de ce côté-là. Je roule le plus souvent possible. Ça veut dire en moyenne 20 000 km par an. Je vais pratiquement partout avec, par tous les temps. Les améliorations ont été faites dans le but de pouvoir rouler le plus souvent possible et dans les meilleures conditions possibles. Voilà, ça c'est très important. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai porté toutes ces améliorations. Rassemblés autour de leur auto préférée, les Mustangers peuvent aller très loin pour assouvir leur passion, n'hésitant pas à se rassembler par dizaines dans des concentrations ou des clubs, voire à pousser l'intérêt pour ce modèle un peu plus loin encore. Le club Mustang est né en avril 1984 sous l'impulsion de 4 ou 5 copains de Nanterre qui ont décidé de s'unir pour obtenir le plus de renseignements sur cette voiture, la faire vivre, etc. Parce qu'il faut bien dire qu'entre les années 70-75 jusqu'à 84, personne ne parlait plus tellement de la Mustang. On en avait parlé avant lors de sa naissance, mais à cette époque-là, elle était un peu tombée dans l'oubli. Donc le club Mustang est actuellement une association qui compte 250 membres. On a commencé à taper un petit peu plus haut et à avoir une structure beaucoup plus sérieuse que celle qui existait au début. Et sous l'impulsion d'Arnaud Gainic, d'ailleurs, on a fait notre grande messe annuelle de la Mustang, qui continue encore, que l'on appelle le Mustang Day, qui est une réunion bas mot d'au moins 100 voitures, entre 100 et 130 voitures on a eu, et qui consiste donc à louer un circuit et à rouler sur ce circuit à différentes vitesses selon le vœu de chacun et les possibilités de chacun et les possibilités des voitures, bien sûr. C'est une manifestation qui plaît beaucoup parce qu'elle permet aux gens non seulement de la France entière, mais aussi des riverains. On a les Suisses qui viennent nous voir depuis plus de 6 ans, les Luxembourgeois, des Belges. Et je veux dire que cette manifestation tend à devenir de plus en plus européenne. Dans les années 60, Henri Chemin avait déjà eu une idée pour fédérer les Mustangers et les distinguer des autres automobilistes. On avait créé chez Ford une ligne de vêtements et j'ai déposé le nom Mustang pour les vêtements. Et une série de vêtements, j'ai dessiné une série de vêtements qui commençait par un blouson de course en lapin retourné qui avait été fabriqué par Chapal. Chapal, vous devez connaître, c'est un fabricant très connu à Paris, qui existe toujours maintenant, car la société appartient à Pierre Bardino, qui est mon ami et qui est le propriétaire du circuit du Mas-du-Clos. Et ça avait été commercialisé plutôt bien, et on avait il y avait une version un peu chère qui était vendue, qui était fabriquée en vraie fourrure, imperméabilisée, et une version un peu meilleur marché qui était distribuée par Jean-Louis Marnat, qui à l'époque avait un magasin d'accessoires automobiles de compétition. Tout ça se passait bien, et malheureusement, j'ai confié la production et la commercialisation des chemises, parapluies, chaussures, etc., que j'avais dessiné, toute une ligne de vêtements et d'accessoires, à un ami qui ne s'en est pas occupé, s'est tombé complètement dans l'oubli. Mais à ce sujet, je dois quand même regretter de ne pas avoir donné suite à une proposition que j'avais eue de Pierre Cardin à l'époque et qui m'avait proposé de me donner simplement des royalties et de s'occuper de toute la commercialisation. J'aurais dû le faire parce que je serais sans doute devenu riche quand on sait le succès que Cardin a dans le monde, et avec le nom de Mustang à coller, ça aurait sans doute fait un malheur. Mais enfin bon, je ne pouvais pas tout faire. Hein. Je ne pouvais pas m'occuper d'Anctil, de Cardin, de Johnny Hallyday en même temps, ça faisait trop. Et comme on peut toujours faire plus, les Mustangers ont aujourd'hui un lieu qui leur est entièrement dédié.
Le Ford Mustang a été créé en janvier 97, après 6 mois de travaux. Le local que vous voyez actuellement a toujours été un local voué à la restauration. Et ça faisait à peu près plusieurs années que le local n'était pas utilisé à sa juste valeur. Donc Patrick et moi, un jour, on a décidé de créer ce restaurant bar à thème sur les Ford Mustang. Parce qu'on trouvait ça un petit peu ridicule d'avoir un beau local comme ça et de ne pas t'exploiter. D'où maintenant le nom Pub et Atelier Mustang, c'est-à-dire que les gens viennent tranquillement en bas pour faire réparer leur voiture. Rien ne les empêche en même temps de monter au premier étage afin de boire une bière américaine ou n'importe quoi, tout en même temps écouter des concerts, parce que nous faisons des concerts tous les week-ends, que ce soit de la country, du rock, du jazz, du blues, du cajun, et ceci depuis maintenant 3 ans. La passion de la Mustang ne s'arrête pas à la voiture à l'échelle 1. Il y a également tout un tas de produits dérivés qu'on peut collectionner, comme par exemple des fléchettes Mustang, des cigarettes Mustang, un peu de tous les pays, Brésil, tout, des disques Mustang, des Mustangs ensuite qu'on va trouver en étain, en cristal. Il y a même une Mustang en cristal de Baccarat de chez Dôme, en cuir. Des Mustangs en bois, des Mustangs en porcelaine, des Mustangs en céramique, enfin il y a de tout. Il y a des montres Mustang, il y a des pins Mustang, il y a des cendriers Mustang, il y a des chopes à bière Mustang, ça c'était ce qu'ils mettaient à l'époque, ça c'était par contre une sorte d'accessoire aftermarket d'époque qui se mettait sur le capot de la Mustang. C'est assez sympa, bon, un peu kitsch, mais enfin c'est sympa quand même. Il y a des mugs Mustang. Il y a ça aussi qui était très sympa, fait par Rotunda. Enfin celle-là c'est une repos, hein, c'est pas un original, qu'on posait sur le tableau de bord pour pouvoir s'orienter. Tu sais, des fois que tu te perds dans le désert, ben, au moins avec ça tu es sauvé. Petit accessoire, il y avait aussi des distributeurs de Kleenex, faits par Rotunda pour les Mustangs. Il y avait vraiment tout un tas de choses. Tu as les boîtes à bougies, tu as eu des cassettes. Des cassettes donc audio avec des Mustangs en dessin en France, aux États-Unis. Il y a Carroll Shelby qui a sorti il y a quelques années le Chili explosif de chez Shelby. Ensuite, il y a... Moi, je sais plus trop. Hein. Aide-moi. Ah, parce que... La passion de la Mustang est donc sans limite, et les utilisateurs du cheval sauvage de Ford ne sont pas prêts de changer de monture.